Si je devais recommencer à investir aujourd'hui de zéro, sans capital, sans réseau, sans avantage particulier, voici exactement ce que je ferais. Parce que la plupart des gens ne perdent pas de l'argent à cause d'erreurs grossières en investissement, ni de paris absurdes. Ils perdent beaucoup d'argent à cause d'une suite de choix parfaitement raisonnables. Aller voir sa banque, se faire un portefeuille d'actions en bourse, ouvrir une assurance vie, sauf que vous allez voir que ça peut être catastrophique, quand bien même cela paraît tout à fait sensé. D'autres personnes vont investir sans méthode, sans vision et même parfois sans bon sens. Et le vrai danger, c'est que toutes ces erreurs-là ne font pas mal tout de suite, mais sur 10, 15, 20 ans, elles vous coûtent une véritable fortune. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer le plan exact, étape par étape, que j'appliquerai aujourd'hui pour bâtir une stratégie efficiente, robuste et performante sur le long terme si je devais tout recommencer de zéro. Et je ne vous parle pas de tout ça en étant exemple de ces erreurs. J'ai fait moi-même ces erreurs. J'ai fait même beaucoup d'erreurs. Mes premiers investissements remontent à 2003. J'étais mineur à l'époque, mes parents m'avaient ouvert un compte titre. Et j'ai tout conservé. Chaque relevé, chaque opération, chaque document, je vais tout vous montrer dans cette vidéo et vous allez voir que c'était catastrophique. Je vais vous partager ce que ces investissements sont devenus 23 ans après parce que, malheureusement, vous allez voir que pour la plupart d'entre vous, vos investissements sont exactement dans la même situation catastrophique que ce compte titre. Et vous verrez que le réflexe que tout le monde a quand on commence à investir et que j'ai eu moi aussi, c'est une terrible idée. Alors, quel est le plan à suivre quand on commence à investir? Que ferais-je si je devais tout recommencer de zéro aujourd'hui? Bonjour, je suis Mathieu Louvet, conseiller en gestion de patrimoine, fondateur de S'investir. Et sur cette chaîne, on publie 2 vidéos par semaine qui vous donnent les clés pour investir intelligemment, reprendre le contrôle total de votre argent. Mais S'investir, c'est aussi le programme LBD pour vous former et accéder au meilleur pour votre épargne en toute autonomie, ainsi que le cabinet S'investir Conseil qui réinvente l'expérience de la banque privée à partir de 100 000 € à investir avec une équipe dédiée au pilotage de votre patrimoine. Chaque jour, des milliers de personnes suivent nos vidéos et pourtant, seulement 1 personne sur 3 est abonnée. Alors pour nous soutenir, mais surtout pour ne rien manquer pour votre épargne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Vous l'avez déjà compris, aujourd'hui, investir, prendre son argent en main, c'est plus un choix, c'est une nécessité. Première raison, la crise des retraites. Vous perdez 25% de vos revenus en moyenne à la retraite, 50% si vous êtes cadre, et si vous êtes indépendant ou profession libérale, vous perdez 60% de vos revenus. On travaille toujours plus en France, plus longtemps, pour une fois à la retraite, gagner moins. Deuxième raison, la baisse du pouvoir d'achat. Prenons un seul poste de dépense, l'immobilier. Depuis des années, les loyers augmentent plus vite que les salaires, et pire encore, si on regarde les prix à l'achat, en 20 ans, ils ont été multipliés par 2,3 dans l'ancien, l'écart est devenu énorme. On ne peut plus acheter de l'immobilier comme avant. Aujourd'hui, on assiste à une véritable privation de l'immobilier pour une grande majorité des Français. La plus grande raison de prendre son argent en main, la première, c'est l'inflation. L'inflation, c'est pas qu'un chiffre. C'est une réalité très concrète qui, sur le long terme, fait de véritables ravages pour votre épargne. Une voiture d'entrée de gamme, au début des années 60, coûtait environ 730 €. En francs à l'époque, évidemment. Aujourd'hui, difficile de trouver une voiture neuve à moins de 10 000 €. C'est ça l'inflation, qui ne s'arrête jamais de progresser. Jamais. Les prix augmentent toujours, et si votre épargne stagne en face, vous perdez mécaniquement de l'argent chaque année. Autre exemple, le pain. Au début des années 60, une baguette coûtait 5 centimes en boulangerie. Aujourd'hui, elle vaut au minimum 1 €, 20 fois plus. Et l'inflation, ce n'est pas une anomalie. C'est un mécanisme normal de l'économie, même voulu par les banques centrales qui cherchent à obtenir 2% d'inflation par an, pas 0. Donc ne pensez pas que vous vivrez un jour dans un monde sans inflation. Au contraire. Et donc pour contrer l'inflation, vous comprenez la nécessité d'investir. Le but d'investir est même de pouvoir s'enrichir grâce à votre capital, bien au-delà de l'inflation, vous allez voir. Sauf que là, une question se pose. Que fait la majorité des Français avec son argent? Il y a 6 500 milliards € d'épargne en France selon la Banque de France. 2 tiers de cet argent est placé sur des produits liquides, peu rémunérateurs, comme les livrets A ou les fonds euros des assurances vie. Donc des placements qui ne rapportent pas grand-chose et qui ne permettent même pas, certaines années, de contrer l'inflation.
Si on calcule, cela représente environ 145 000 € par foyer en moyenne d'argent improductif exposé à l'inflation. Imaginez que sur les 15 prochaines années, vous laissiez ne serait-ce que 50 000 € exposés à 2% d'inflation annuelle. Dans 15 ans, ces 50 000 € ne vaudront que 37 150 €. Vous perdrez 12 850 € de pouvoir d'achat en laissant votre argent non investi. Attention, évidemment, je ne dis pas de ne pas avoir d'épargne de précaution. Il en faut une, entre 3 et 6 mois de dépenses sur un livret A liquide garanti par l'État, ultra sécurisé. Il n'y a pas de débat. Par contre, avoir trop d'argent improductif de côté, c'est l'une des plus grandes erreurs des Français. Champions de l'épargne, mais les derniers de la classe quand il s'agit de l'investissement. Mais tout ça, ce n'est pas de notre faute. C'est parce qu'il y a peu ou pas d'éducation financière en France. Heureusement, de plus en plus de Français regardent des vidéos, lisent des articles, des livres, se forment sur le sujet. Ils ont compris que c'est un sujet majeur de société aujourd'hui. Et pour moi, la première grande étape quand on veut prendre en main son argent, c'est d'arriver à ce constat, c'est ce déclic. Prendre conscience de ces menaces qui guettent votre épargne, prendre conscience profondément du grand intérêt d'investir et de prendre votre argent en main. Malheureusement, quand on veut prendre son argent en main, eh bien à ce moment-là, on a tous un réflexe et c'est un très mauvais réflexe. Quand on veut faire fructifier son argent, vu que personne ne nous l'a appris, le réflexe naturel est d'aller voir la personne que l'on pense la plus compétente sur le sujet, son banquier. Dans l'inconscient collectif, c'est forcément le meilleur interlocuteur pour ça. C'est ce que le système nous fait croire depuis petit, jusqu'au point de ressentir parfois une confiance aveugle envers son banquier, envers la banque, envers ses institutions. Le problème est là. Voici ce que votre banquier n'a jamais voulu que vous sachiez. Les placements des banques sont très souvent médiocres. Et quand je dis très souvent, c'est un euphémisme. Je veux dire l'immense majorité du temps. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi pour mes premiers investissements. Mes premiers investissements en 2003 étaient à la banque. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, j'ai gardé tous mes relevés. Donc on peut tout analyser aujourd'hui. Depuis 2003, je suis investi dans des fonds de placement conseillés par notre banquier, du style Atout France, Optalis Dynamique, Optalis Expansion. Ça, c'était en 2003. Un an plus tard, vous pouvez voir en 2004, je les ai toujours. Il n'y a pas encore beaucoup d'argent investi, mes parents y mettent un petit peu de mon argent de poche, les étrennes de Noël, etc. 16 ans plus tard, en 2019, j'ai encore ces fonds-là. Alors, ils ont parfois été renommés parce qu'ils ont changé de nom ou parce qu'ils ont disparu, mais j'ai toujours des fonds bancaires. Et à ce moment-là, moi, j'avais un peu oublié ce compte-titre. Quand j'ai repris cet argent en main, j'ai pris conscience de la catastrophe. En 16 ans, cet argent n'avait rien rapporté net d'inflation. Rien. En fait, les fonds que j'avais en portefeuille sont des fonds dits traditionnels. Autrement dit, ils ont des frais injustifiés. Vraiment injustifiés parce qu'ils prennent une énorme partie de la performance. Si, depuis 2003, j'avais investi à la place sur des fonds optimisés, des ETF, dont je vais vous parler ensuite, la performance n'aurait pas du tout, mais pas du tout, été la même. Regardez ici, un des fonds que j'avais en bleu, complètement aplati, comparé à ce qu'on aurait pu obtenir avec un ETF. Évidemment, à l'époque, le banquier, alors que j'étais mineur avec un horizon de temps très long terme, m'avait mis des obligations. C'est la partie la plus sécurisée, la moins risquée, mais donc la moins performante. Sur cet autre placement, la performance que j'aurais pu obtenir était de 7% par an. Or, je n'ai obtenu que 5,92%. Alors, ce n'est vraiment pas le pire fonds. Lui, il m'a vraiment apporté de la performance. Comparé à ce que j'aurais pu avoir, il est vraiment en dessous. Parce que, pour vous donner un ordre d'idée, si j'avais investi 10 000 € depuis 2003, ce fonds m'aurait fait passer à côté de presque 10 000 € de gains, 9 800 € de gains comparé à un ETF. Alors ce n'est pas une perte directe, ça fait moins mal, mais c'est une perte quand même, une perte indirecte, un manque à gagner, ce que j'aurais pu avoir si j'avais fait directement les bonnes choses. Et ça, c'est vraiment classique, un fonds traditionnel qui sous-performe. Et encore, donc celui-ci n'est pas le plus médiocre du marché. Un autre exemple avec ce fonds, on voit une performance de 3,6% par an contre 5,13% qu'on aurait pu obtenir très facilement avec le même niveau de risque. Et encore ici, je ne vous parle même pas des frais de tenue de compte, des frais de gestion, du contrat, etc. à retrancher que me prélevait la banque. C'est pour ça, et c'est pas étonnant, que beaucoup de personnes qui ont des assurances vie, des comptes titres à la banque, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, parfois beaucoup plus, eh bien vous vous rendez compte que vos placements n'ont presque rien rapporté, parfois rien rapporté du tout. Et quand on y retranche l'inflation,
vous a fait même perdre de l'argent. Les banques ne travaillent pas dans votre intérêt. Elles travaillent avant tout dans leur intérêt. Et c'est normal, c'est une entité commerciale. Tant que personne ne s'en rend compte et conteste, elles n'ont aucune raison de faire le contraire. Et il y a une chose qu'il faut absolument que vous compreniez, c'est le vrai problème des banques, c'est leur architecture fermée. Les banques ne vous proposeront dans l'immense majorité des cas que des fonds de placement de la banque, leurs propres fonds, leurs fonds maison, gérés par elles, vendus par elles. Elles gagnent ainsi sur tous les tableaux. Le contrat d'épargne est chez elles y touchent des frais. Les placements aussi, elles y touchent encore des frais. Prenons un exemple simple. Vous voulez investir sur les actions américaines. Votre banquier, théoriquement, a deux options. Les fonds de sa banque, médiocres et sous-performants, ou des fonds indépendants ou des ETF, souvent meilleurs, mais beaucoup moins rémunérateurs pour la banque. La banque est en architecture fermée, et donc elle ne vous laissera jamais le choix. Votre banquier est obligé. Il vous vend le fonds de la banque, même s'il n'est pas le meilleur pour vous et votre argent. Il ne peut pas faire autrement. Alors, vous pouvez avoir devant vous le meilleur banquier de la planète, le plus sympathique, le plus compétent, ça ne changera strictement rien. Il ne pourra jamais vous donner le meilleur pour votre épargne, tout simplement parce qu'il n'a pas les outils nécessaires. Il n'a pas les bons placements à vous proposer. C'est impossible pour lui à cause de cette architecture fermée. C'est un petit peu comme si vous demandiez à un chef cuisinier de vous préparer le meilleur plat du monde, mais avec des ingrédients rances et de mauvaise qualité. Il ne peut tout simplement pas y arriver. Ce n'est pas la faute de votre banquier, c'est la faute de l'institution, de la banque, du système. Et moi-même, après avoir analysé mon propre contrat, puis ceux de mes parents, ceux de mes proches, ceux aujourd'hui de tous nos clients finalement chez S'Investir Conseil, je n'ai jamais vu un bon contrat d'assurance vie, un bon contrat d'épargne dans une banque traditionnelle. On fait d'ailleurs des comparatifs complets en analysant tous les contrats du marché chez S'Investir. Évidemment, dans le top 10, le top 15, le top 20 des meilleurs contrats, ce ne sont jamais des banques traditionnelles. Et j'ai même des exemples de clients qui ont perdu précédemment, avant de nous rejoindre, pour certains, plus de 300 000 euros à cause de produits structurés complexes, pourtant conseillés par des banquiers, à cause de frais injustifiés, à cause de placements médiocres. Et aujourd'hui, il existe en France 19 millions d'assurances vie. Et malheureusement, l'immense majorité se trouve dans des banques traditionnelles. Donc l'immense majorité est dans un état catastrophique. Alors je sais que ça peut être difficile de vous dire peut-être de quitter votre banquier, parce que vous avez peut-être lié une relation humaine avec lui. Et pourtant, c'est complètement votre droit, parce que c'est votre argent qui s'envole année après année, pas le sien. De mon côté, j'ai donc compris que je ne gagnais pas d'argent avec mes placements à la banque, c'est tout simplement parce que c'était la banque qui gagnait de l'argent sur mon dos. Alors que faire ? Beaucoup se disent à ce moment-là, si le banquier n'est pas mon ami, je vais faire les choses moi-même. Parce que beaucoup ont compris la puissance de la bourse. Quand vous investissez en bourse, vous devenez copropriétaire d'entreprises et donc de leurs bénéfices. C'est l'un des meilleurs placements historiquement. Sur 40 ans, une étude de l'IEIF a montré que les actions ont eu 12,4% de performance annuelle, bien plus que l'immobilier, bien plus que le fonds euro d'une assurance vie, bien plus que les obligations, évidemment bien plus que le livret A, l'or ou encore l'inflation. C'est l'un des placements majeurs et l'un des plus performants. Et vous allez voir que c'est aussi l'un des placements les plus passifs qui prend très peu de temps, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire parfois. Mais c'est surtout un placement qui permet de profiter de la puissance des intérêts composés. Les intérêts composés, c'est l'effet boule de neige. Les intérêts que vous gagnez vont générer des intérêts à leur tour. Et par exemple, en investissant 100 euros par mois à 10% d'intérêt par an pendant 25 ans, vous obtenez 125 000 euros de capital final, alors que vous n'avez investi que 30 000 euros de votre poche. C'est comme ça que votre capital croît de manière exponentielle. Alors quand les gens commencent à vouloir investir en bourse, très souvent, ils se lancent seuls. Et à ce moment-là, ils se retrouvent face à une véritable jungle d'informations. Vous allez peut-être écouter les médias, vous allez découvrir 1001 stratégies, vous allez avoir peur, vous allez paniquer, vous allez entendre du bruit. Au début, vous n'allez rien comprendre. Certaines personnes veulent même vous faire croire que c'est compliqué, alors qu'il existe une stratégie simple et pourtant aussi la meilleure. Sauf qu'au début, quand vous vous renseignez, on va très souvent vous parler donc de trading, de portefeuille d'actions à dividendes. Revenez sur YouTube ou sur Internet 10 ans en arrière,
vous verriez uniquement des gens à Dubaï qui vous expliquent comment devenir riche en bourse ou en immobilier en moins de 6 mois. Bon, le trading, vous avez sûrement déjà compris que c'était une arnaque, globalement. Par contre, faire soi-même son portefeuille d'actions long terme, ça peut paraître séduisant, ça peut paraître sensé, et au début on se dit pourquoi pas. Moi-même, je m'étais créé un portefeuille d'actions à dividendes parce que j'ai voulu tester, j'ai voulu comprendre. Sauf que ce que beaucoup ne vous disent pas, c'est que premièrement, les dividendes sont fiscalisés. Alors oui, c'est très bien quand on vit à l'île Maurice ou à Dubaï, mais en France, c'est un enfer déclaratif et ça coûte très cher en impôts chaque année, vous amenant finalement à sous-performer aussi et à ne pas faire mieux que votre banquier. Même avec 0% d'impôts, ce n'est pas du tout la stratégie la plus performante. Et avec le temps, mon portefeuille d'actions, c'est très mal comporté et comme pour mon compte titre à la banque, j'ai fini par tout liquider pour repartir sur de très bonnes bases. Le fait de choisir ces actions, des actions à dividendes et de créer son portefeuille soi-même, ce n'est pas la bonne stratégie et tout ça c'est documenté, c'est démontré, c'est appuyé par des travaux académiques solides. Mon portefeuille finalement ce n'est qu'une anecdote, c'est qu'un exemple. Et puis deuxièmement, il y a un autre coût, souvent ignoré, le stress. Voir son portefeuille dans le rouge, paniquer, mal dormir, être stressé sur les news qu'il va y avoir sur les actions qu'on a en portefeuille, etc. Résultat, vous obtenez une stratégie peu performante, chronophage et anxiogène pour rien. Et même quand on vous parle d'actions dites bon père de famille comme Orpea, Atos, Casino, elles peuvent aussi finir par se casser littéralement la figure et votre portefeuille avec. Résultat, beaucoup de particuliers investissent seuls et échouent. Les chiffres sont clairs. Une étude de JP Morgan montre que l'investisseur moyen obtient 3,6% par an contre 9,5% pour le marché sur la même période. Pour 10 000 euros investis, c'est 72 000 euros de différence sur 25 ans. Pourquoi ? Des erreurs répétées, mauvais timing, biais émotionnel, mauvaise décision. Conclusion, investir seul, sans méthode, n'est absolument pas la bonne solution. Pire, tout ce qu'on vous a dit sur la bourse jusqu'ici est probablement faux. Les actions en bourse, pour l'immense majorité d'entre elles, sont perdantes. 99% des actions en bourse ne vous rapporteront rien. Et 99, ce n'est pas un chiffre au hasard. Le chercheur Hendrik Bessembinder, en 2018, dans son papier Do Stocks Outperform Treasury Bills, a analysé plus de 26 000 actions depuis 1926. Et il a montré que 99% des actions en bourse ne génèrent pas de performance nette d'inflation. Autrement dit, la bourse est un terrain de jeu miné. 99% des actions, je le répète, ne vous feront pas gagner d'argent sur le long terme. Seulement 1% des actions génèrent la performance des marchés et de vrais gains sur le long terme. Donc, quand vous sélectionnez vous-même une action en bourse, vous avez en fait 99% de chances de vous tromper lamentablement et de perdre beaucoup d'argent. Ça, j'aurais aimé le savoir quand j'ai commencé à investir en bourse. Alors, pour posséder ces 1% d'actions qui génèrent de la performance, il y a alors deux solutions. La première, c'est que vous soyez un génie et que vous réussissiez à sélectionner les bonnes actions vous-même et sur le temps long. Sauf que l'histoire a montré qu'il n'y a pas de génie capable de faire ça. Sinon, on aurait des personnes bien plus riches qu'Elon Musk ou Jeff Bezos qui auraient réussi à sélectionner les futures pépites année après année. Donc, la deuxième solution, pour être sûr d'avoir ces 1% d'actions qui génèrent de la performance, c'est tout simplement de posséder toutes les actions en bourse. Et c'est ce qui a permis une révolution dans le monde de la finance. Quand j'ai repris mes investissements en main, j'ai compris deux choses. D'abord, que la banque n'était pas du tout optimisée. Et ensuite, que faire les choses moi-même, c'était errer au hasard, prendre beaucoup de risques et gérer à l'aveugle. Et moi, ingénieur de formation, enseignement ingénieur en IA dans une boîte du CAC 40, j'avais besoin de preuves, de rigueur en investissement. Je voulais pas errer au hasard comme ça. Et c'est là que j'ai découvert une sorte de trésor caché. Des tonnes d'études scientifiques appliquées à l'art de l'investissement et aux mécanismes de la bourse. C'est comme si j'avais déverrouillé un nouveau domaine de connaissances où l'on applique la rigueur et la méthodologie scientifique à l'investissement. J'ai donc découvert des travaux académiques, des travaux de prix Nobel d'économie, des stratégies validées, éprouvées dans le temps. Et justement, à la fois ce qu'explique Bessembinder, dont 99% des actions n'amènent pas de performance, mais aussi le fait que les fonds traditionnels en banque sous-performent, c'était un constat
largement partagé par ces prix Nobel d'économie. En fait, ils avaient compris que c'était complètement lié. Les professionnels en bourse essayent de sélectionner les pépites et n'y arrivent pas parce que 99% sont perdantes. Et en plus de ça, ils vont facturer des frais injustifiés, dégradant encore plus la performance. Avec toutes ces découvertes, j'ai fini par appliquer une approche très précise, l'EBI, l'Evidence-Based Investing, c'est-à-dire l'investissement basé sur les preuves et les faits. Ça a été pour moi une révélation et c'est devenu une véritable passion. En bourse, cette révolution, elle a eu lieu dans les années 70 aux États-Unis avec l'arrivée des fonds indiciels et plus précisément aujourd'hui, les ETF indiciels. Un ETF indiciel, c'est simple. Il vous permet d'investir sur toutes les actions d'un marché. Vous êtes sûr de posséder ainsi ces 1% d'actions qui génèrent la performance et qui vont tirer votre portefeuille vers le haut. Un ETF monde, par exemple, va vous exposer à Apple, Microsoft, Tesla, Meta, Amazon, Nvidia et plus de 1400 autres actions dans 23 pays dits développés et dans tous les secteurs d'activité. Vous diversifiez, vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, vous minimisez vos risques et une part d'ETF s'achète aujourd'hui dès 5 €, donc c'est accessible à tout le monde. Mais surtout, les ETF indiciels sont auto-nettoyants, c'est-à-dire qu'ils vous permettent en permanence de détenir la crème de la crème. Je m'explique. Imaginez qu'en 1998, vous décidez d'investir sur les actions du Dow Jones, l'indice le plus ancien de la planète et qui comporte 30 entreprises américaines. Ces 30 entreprises, en 1998, vous pouvez décider de les acheter individuellement dans votre portefeuille. Comme on l'a vu, c'est une erreur, mais vous le faites quand même. Résultat, ce que vous obtenez, c'est la courbe ici en rouge. Les entreprises de votre portefeuille finissent en fait, pour certaines, par perdre en vitesse, pour certaines, faire faillite. Votre portefeuille ne se comporte pas très bien. À la place, vous auriez pu décider d'investir dans un ETF Dow Jones, un ETF qui a cette fonction auto-nettoyante. Les entreprises en perte de vitesse sont sorties automatiquement de l'ETF. Elles sont remplacées par d'autres plus dynamiques. C'est un peu comme en Ligue 1 de football. Tous les ans, 2 équipes sont reléguées et sont remplacées par 2 équipes qui montent. Et c'est ce qui permet d'obtenir une performance complètement différente avec la courbe bleue. Et c'est grâce à ça aussi que la bourse est passive. Elle ne vous prendra que quelques minutes par mois au maximum parce que grâce aux ETF, votre portefeuille s'ajuste en automatique. Vous n'avez rien à faire. Et les ETF seront toujours d'actualité parce que du coup, ils se renouvellent en permanence. Ils vous permettent d'avoir un portefeuille pertinent, à la pointe, en continu, même dans 10, 15, 20 ou 30 ans. En fait, on peut détenir des ETF toute sa vie. Regardez justement, le premier fonds indiciel, c'est équivalent à un ETF, a été lancé par Vanguard avec Jack Bogle en 1976. Et depuis son lancement, il a obtenu une performance moyenne de 11,61% par an. Évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais si vous aviez commencé à investir sur ce fonds quand il a démarré il y a 50 ans en 1976, en y plaçant 10 000 €, vous auriez aujourd'hui 2 427 000 €. Jack Bogle a compris qu'on pouvait faire bien mieux que son banquier dès les années 70. Le monde académique l'a compris dès les années 60. Aujourd'hui encore, c'est ce que montrent les études. Chaque année, on a l'étude Spiva qui compare les performances des gérants professionnels à une simple stratégie indicielle qu'on peut répliquer via des ETF. Résultat, sur 10 ans, plus de 94% des gérants européens investissant en actions européennes ne battent pas leur indice. Sur les actions mondiales, ce n'est pas 94%, c'est plus de 98% des gérants professionnels qui font moins bien. Vous comprenez donc que, en tant que particulier, vous pouvez faire partie du top 2% des meilleurs investisseurs de la planète avec une simple stratégie ETF. Quand j'ai compris ça, franchement, moi, j'ai pris une claque. Comment j'aurais pu imaginer que des gérants professionnels en bourse, qui se rémunèrent plutôt grassement, ne m'apportent en fait aucune plus-value et pire, détruisent même de la valeur. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aurais aimé comprendre bien plus tôt, le plus tôt possible. Et vous comprenez donc que la bourse, c'est un jeu largement perdant si on fait n'importe quoi, mais largement gagnant si on fait les choses correctement. Une mauvaise stratégie d'investissement peut vous coûter une vie de travail. La bonne peut vous l'offrir. Les ETF permettent d'avoir un portefeuille performant, ultra diversifié et auto-nettoyant. Pas besoin d'écouter les médias, le bruit, pas besoin de paniquer. Vous tenez tout simplement sur le long terme sans vous soucier des marchés puisque votre portefeuille s'auto-nettoie. Aujourd'hui, même Warren Buffett
conseille les ETF à sa propre famille. Et Harry Markovitch, prix Nobel d'économie, disait « L'investisseur intelligent achète et détient seulement un portefeuille bien diversifié en utilisant des ETF. » Alors la bourse monte 70% du temps. Ceux qui attendent ratent le train. Mais maintenant, du coup, que vous savez tout ça, eh bien, quel est le plan à suivre pour vos finances? Première étape, clarifiez votre profil et vos objectifs. Investir comporte des risques. La première question à vous poser est simple. Quelle est votre tolérance face à ce risque? En 2008, par exemple, la crise financière des subprimes a fait chuter la bourse américaine de 50% au cours de l'année. Auriez-vous tenu ou paniqué? Si vous n'êtes pas prêt à tenir dans ces phases-là, alors la bourse ne doit pas être le cœur de votre stratégie et doit seulement être une part limitée de votre patrimoine. Ensuite, en fonction de vos objectifs, de votre horizon d'investissement, les placements sont complètement différents. Quel que soit votre âge ou votre situation, sachez en tout cas qu'il existe toujours des leviers et des placements pertinents. Donc déterminez votre profil de risque, vos objectifs, c'est ce qui déterminera ensuite votre portefeuille. Formez-vous et si besoin, consultez un conseiller en gestion de patrimoine avec une architecture ouverte, évidemment. Deuxième étape, choisissez la bonne enveloppe fiscale. En France, vous avez principalement l'assurance vie, le PER, le PEA. Évitez le compte titre, l'enveloppe de base qui ne donne aucun avantage. Si vous êtes un profil offensif et que vous souhaitez investir en bourse, vous pouvez commencer par le PEA, donc le plan épargne en action. Je publie d'ailleurs 2 vidéos par semaine, j'en parle souvent, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater et tout comprendre pour vos investissements. Troisième étape, choisissez les bons placements. Si vous commencez en bourse, vous pouvez commencer par un ETF Monde par exemple, très diversifié, dans un PEA, donc optimisé fiscalement. Mais l'investissement, sachez qu'il ne se résume pas aux ETF. SCPI de qualité, dette privée, fonds euros pour la sécurité, fonds monétaires, fonds obligataires, private equity, or, voilà, formez-vous sur ce sujet, construisez un portefeuille diversifié, long terme, passif. Quatrième étape, automatisez et investissez le plus régulièrement possible. En investissement, la régularité compte beaucoup plus que le timing. Fixez le montant de votre investissement régulier en fonction de vos capacités et programmez un virement automatique, si possible tous les mois. Vous n'avez ensuite même plus à y penser et vous évitez que vos émotions prennent le dessus. Cinquième étape, laissez le temps travailler. Si vous investissez 200 € par mois à 10% pendant 10 ans, vous obtiendrez 40 000 €. Si vous le faites pendant 30 ans, c'est 416 000 €. En investissant 3 fois plus longtemps, vous obtenez plus de 10 fois plus d'argent. C'est la puissance des intérêts composés couplée au temps long. Donc commencez le plus tôt possible. Investir n'est pas une course à la performance, c'est une discipline de long terme. Ceux qui réussissent ne sont pas les plus brillants, mais les plus réguliers et le plus longtemps, tout simplement. On nous a fait croire que pour réussir en bourse, il fallait être un génie ou que seul votre banquier pouvait gérer votre argent pour vous. La vérité, c'est que les gagnants ne sont pas les plus malins. Les gagnants sont les plus patients, les plus disciplinés, les mieux formés, les mieux accompagnés. C'est tout. Et c'est accessible à tout le monde. Si vous souhaitez d'ailleurs vous former et continuer en autonomie, j'ai créé une formation offerte sur le sujet qui vous apprendra comment créer votre portefeuille et bien vous lancer en bourse. Cliquez sur le premier lien en description pour y accéder. Si vous souhaitez plutôt être accompagné par un expert en gestion de patrimoine, vous pouvez réserver un appel avec un membre de mon cabinet S'Investir Conseil. Je vous mets aussi le lien en description. Voilà ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant que je commence à investir. Alors faute de temps, j'ai dû aller assez rapidement sur les aspects techniques parce que il y en a beaucoup, ça prendrait des heures, mais aussi comme sur la fiscalité parce que tout dépend de votre situation, de votre profil. Donc formez-vous vraiment sur le sujet, c'est très important. Ne vous lancez pas dans l'investissement sans comprendre, sans savoir, sans comprendre les risques, les enjeux, la fiscalité, ça pourrait être vraiment catastrophique. C'était Mathieu Louvet de S'Investir. On se dit à la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, la suivante est pour vous. J'y détaille les meilleurs ETF pour PEA à garder toute sa vie. Cliquez ici pour la regarder.